Fait que 2022 tire à sa fin. Puis comme vous pouvez le voir, hein, on a réussi à se libérer de mon garde-robe parce qu'au dernier épisode, Jeff Besogne et Steve L'Emploi nous avaient attachés comme des saucissons pour pas qu'on vienne dire des faussetés sur 2022, selon leur opinion. En conséquence, on a trouvé un garde du corps en la personne de Sébastien Robert qui est avec nous. Bonjour. Conseiller municipal, puis aussi conseiller syndical en relations de travail. Hein. On espère que tu vas être capable de nous protéger contre ces deux matamores du capitalisme que sont Jeff Besogne et Steve L'Emploi. On va regarder un Go Pirate Canada? Go Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Maurice sont des pirates barbus qui tiennent coûte que coûte à inviter des gens pour des épisodes spéciaux. Avec Sébastien, ils vont faire du jus de cerveau pour faire un retour sur 2022 et voir tout ce que cela implique pour ce qui s'en vient. Joignez-vous à nous avec un petit verre de lait de poule ou un petit verre de grog, c'est selon vos goûts, on vous juge pas. Ah, 2022, tu nous manqueras pas. Bonjour Sébastien Robert. Bonjour. Bienvenue chez Go Pirate. Avant de commencer à jaser avec toi, on va te demander, t'es qui, d'où tu viens puis où tu vas professionnellement? Donc, moi, j'ai une formation en relations industrielles. J'ai étudié beaucoup là, les relations de travail. Ça fait autour de 16 ans là, que je suis dans le mouvement syndical comme conseiller syndical. Et plus récemment, j'ai été élu au municipal là, aux dernières élections dans ma municipalité. Donc, c'est ça. Je me suis toujours intéressé au marché du travail et aux dynamiques qu'on voit dans le marché du travail. Sébastien et moi, on jasait sur LinkedIn et puis on s'est dit, il faudrait bien qu'on parle. Hein? Puis en jasant, on s'est dit, le syndicalisme, c'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé par simple manque de connaissances et de... On l'a pas vécu. Hein? Ben non. Donc on s'y connaît pas trop. On connaît un peu l'histoire. Maurice est un historien. Donc on s'est dit, ça ferait pas de mal d'inviter quelqu'un qui connaît ça pour parler de l'état du monde du travail 2022 puis qu'est-ce qui s'en vient. Ça te tente-tu? Ben oui, tout à fait. Allons-y. On y va. Et en aucun cas, c'est parce que certains de nos patrons nous ont dit « Tu sais, les gars, c'est pas parce qu'on vous aime pas, là, mais vous devriez probablement inviter du monde. » Parce que honnêtement, là, c'est toujours vous autres qu'on entend parler. Vous aviez pas tort. Hein? Donc, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Hein? On va faire un survol. Et après ça, on va creuser un petit peu plus en profondeur. Oui, bien, on se souviendra que 2021 s'était terminé là, avec un mouvement de grève aux États-Unis, le Striketober. Vraiment une remontée là, du mouvement syndical, des actions syndicales à l'époque. Il y avait évidemment toute la vague de la grande démission, la pénurie de main-d'œuvre. Personne ne veut travailler. Vraiment importante. Oui, personne ne voulait travailler, tout le monde changeait d'emploi. Et là, ce qu'on commence à voir en 2022, évidemment, cette dynamique-là s'est continuée là, pour une bonne partie de l'année. Mais vers la fin de l'année, on commence à voir peut-être un retour ou un début de retour de balancier où les employeurs essayent de reprendre le contrôle du marché du travail parce que, clairement, ils l'ont perdu pendant une bonne partie de 2022. Oui, c'est ça. Tu sais, la grande démission, la pénurie de main-d'œuvre. Et là, on commence à voir là, une reprise du contrôle du narratif. Hein? Le narratif des employeurs. Là. On va en parler beaucoup plus en profondeur là, plus loin dans l'épisode. Mais le rapport de force, c'est ce qui m'a marqué en 2022. Hein? Tout d'un coup, on a, en tant que travailleur, des options qu'on n'avait pas avant. On se donne des options qu'on croyait qu'on ne pouvait pas se donner avant. Hein? Ça a émergé pendant la pandémie. Hein? Se rendre compte que on peut passer du temps avec notre famille. Hein? Puis personne meurt. Oui, le télétravail qui est apparu... qui était supposé être un privilège pour les plus privilégiés des privilégiés, qui aujourd'hui est devenu pas mal une norme dans beaucoup de sociétés. Et on le voit, les employeurs voudraient revenir à l'ancien monde, mais ont bien de la difficulté à l'imposer parce qu'ils savent bien que ça veut dire perdre des employés éventuellement, parce que les employés aiment bien ça, le télétravail, avec raison. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que pendant qu'il y avait juste du télétravail, on n'avait pas le choix. Hein? On était en confinement. Ils sont allés chercher des employés dans d'autres régions. Je veux dire, ils voulaient avoir les avantages du télétravail. Mais là, après ça, ils voudraient ramener tout le monde, hein, avoir les avantages du présentiel. Mais comment on fait pour garder aussi les avantages du télétravail? Tu crées des classes d'employés. Il y a ceux qui sont obligés de revenir, puis ceux qui ne sont pas obligés parce qu'ils sont loin. Puis il y a un manque de justification aussi. Hein? On a beau vouloir qu'ils reviennent tous pour être sous notre contrôle, mais qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? C'est quoi la différence que ça fait? C'est quoi les résultats? Ils vont être sous notre contrôle, on va pouvoir les voir travailler. Mais il n'y a pas nécessairement
rien qu'on a vu sortir qui démontre que les gens sur place sont plus productifs que ceux qui sont à distance. Puis même ce qu'on a vu, c'est que les entreprises continuaient à fonctionner normalement pendant la pandémie. Ça a bien été. À certains égards, les travailleurs qui sont en télétravail sont plus productifs, ont plus de temps de travail disponible parce qu'évidemment, ils ne se déplacent pas pour aller travailler. Fait ce qui reste, c'est vraiment juste une question de pouvoir ou de rapport de force dans l'organisation, avoir la capacité d'imposer ta volonté comme employeur à tes employés. Là. Ce qui, selon 2 gars qui sont venus faire un tour ici la semaine passée, ça devrait être la norme. Et c'est pas une question de bon leadership, ça. C'est une question de bossitude. Là. De bossitude, j'aime ça. Tu veux que le monde comprenne c'est qui est le boss puis c'est qui est en charge. C'est ça qui est important. Bon. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder ça en profondeur. On va faire un petit peu on va regarder les milestones qui ont eu lieu pendant l'année ou des événements, des séries d'événements surtout. Et on va essayer, de manière tout à fait non scientifique, d'offrir nos prédictions pour l'an prochain. Et on verra qui a gagné. Hein? Okay. Mais avant ça, publicité. Salut les pirates, c'est bientôt le temps des fêtes et vous savez pas trop exactement comment est-ce que vous pourriez vous gâter. Ben, on a un petit quelque chose pour vous autres. Voyez-vous, c'est que GoPirate a fait une collaboration avec Kanban Québec. Il nous fait plaisir de vous offrir un beau petit cadeau, parce qu'il faut bien gâter nos pirates. Si vous vous abonnez au Patreon de GoPirate pour un an, vous recevrez un rabais considérable pour les formations de Kanban Québec. Mais en plus, Kanban Québec va faire un don à GoPirate. Par exemple, abonnez-vous pour un an à notre niveau à l'abordage, recevez un code promo pour un rabais de 350 pièces d'or pour une formation chez Kanban Québec. Et Kanban Québec fera un don de 150 pièces d'or à GoPirate. Un autre exemple, abonnez-vous pour un an à notre niveau Pirate, recevez un code promo de rabais de 250 pièces d'or pour une formation chez Kanban Québec, et Kanban Québec va faire un don de 100 pièces d'or à GoPirate. Vous n'avez pas envie de devenir un membre GoPirate? Qu'à cela ne tienne, vous êtes bizarre, mais ça se gère. Ne vous abonnez pas à GoPirate et recevez quand même un rabais de 150 pièces d'or pour toute formation chez Kanban Québec. C'est quand même pas rien, et Kanban Québec va quand même faire un don de 50 pièces d'or à GoPirate. Le code promo est juste là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir, et d'ici là, à l'abordage. Qu'est-ce qu'on a eu comme nouvelle en 2022 dans le monde du travail? Jeff et Steve en ont déjà parlé la semaine passée. Quiet quitting, c'était une expression, là. On ira voir dans les Google Trends, là. Ça a pris du vol, là, OK? Il y a eu du vent dans les voiles de ça. J'ai cherché pour le plaisir qui est-ce qui avait trouvé le terme, ou utilisé le terme en premier. C'est un certain Brian Creeley, un recruteur redevenu coach sur TikTok et YouTube, qui a utilisé Quiet Quitting le 4 mars 2022. Donc, à toi, mon cher, j'espère que tu en profites et que ça t'apporte quelque chose. Autrement, nous, on fait les gorges chaudes avec ça parce qu'on sait très bien que, je veux dire, c'est quelque chose qui a tout le temps été là, qui va tout le temps être. C'est juste que là, en ce moment, on peut s'en plaindre. Ouais, mais ça a tout le temps été là, mais en même temps, oui, il y en a tout le temps qui se sont traînés les pieds. Mais la définition de quiet quitting, c'est pas des employés qui se traînent les pieds, c'est des employés qui ne donnent pas le 115 150. Il y a une différence entre les deux. Oui. Mais ça, je veux dire, j'ai tout le temps vu du monde qui faisait ce qui était dans leur contrat, qui était nécessaire, puis ils ne se donnaient pas à 150 %. Puis tu sais quoi? Souvent, ils se le faisaient reprocher par leurs collègues, même pas par leur boss. Ouais. Parce que leurs collègues, eux, ils avaient l'habitude de donner les 120 110 Puis il y avait des concepts qui existaient aussi dans le passé qui ressemblaient beaucoup au quiet quitting. Je pense au présentéisme, par exemple, qu'on connaît quand même assez bien, où les personnes, dans le fond, plutôt que d'être absents parce qu'ils sont malades ou des difficultés, se présentaient au travail, mais donnaient le minimum. Le quiet quitting, c'est vraiment un terme, c'est un peu le même concept, mais qu'on change le terme pour être un peu plus agressif. Puis là, c'est comme si ça devient quelque chose d'actif de la part des travailleurs, comme s'ils sont plus méchants encore. Puis là, à ce moment-là, de juste respecter leur contrat de travail, même pas On peut même pas leur reprocher de ne pas respecter leur contrat de travail, c'est ça l'affaire.
C'est ça, ils font ce qu'on leur demande de faire, puis ils n'en font pas plus. Puis là, on trouve ça bien dramatique à ce moment-là. C'est comme s'ils démissionnaient de leur travail alors que tout ce qu'ils font, c'est faire leur travail. Ouais. Ils démissionnent, dans le fond, du bénévolat qu'ils faisaient pour leur employeur, dans les faits. Ça, c'est parce que pendant plusieurs années, on entendait les pauvres snowflakes. Là. J'ai l'impression que bien les employeurs sont rendus des snowflakes. Oui, mais ils se dévouent plus corps et âme pour nous autres comme avant. L'inflation, c'est leur faute. C'est pas à cause de nos salaires et nos profits terribles. C'est parce qu'ils veulent gagner au-dessus du salaire minimum. Gang de gratteux. Tu sais, j'ai l'impression aussi, depuis qu'on a mis un nom dessus, ça a l'air plus organisé. Ben oui. Hein? Oui, ben on l'a vu même avec la grande démission. Tu sais, tous ces mouvements-là sont en fait des mouvements de réponse individuelle à des situations qui sont vécues collectivement. Je suis pas capable de m'organiser avec mes collègues pour dire à mon boss d'arrêter d'abuser, de nous en demander plus que ce qu'on est capable de donner. Donc, je vais trouver une solution personnelle. Je vais dire, moi, je vais faire le minimum. Et donc, on est vraiment dans des solutions individuelles. Je n'apprécie pas mon travail, je vais quitter pour aller chercher un autre travail. On est toujours encore là dans des options qu'on applique individuellement plutôt que de changer la culture organisationnelle, de changer l'organisation du travail. Mais pour faire ça, il faut un mouvement plus collectif. Ouais. Puis on voit ça souvent arriver dans des groupes de personnes qui ne sont pas historiquement syndiqués, là. On parle des cadres, on va parler des gens en technologie. Donc, ce n'est pas des endroits où on voit des syndicats. En tout cas, pas jusqu'à récemment. Moi, j'en ai jamais vu. Et je vous dirais même que à une certaine époque, c'est pas parce que j'ai pas essayé. Ah. Ça fait très longtemps de ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, en quoi est-ce que c'est pas correct de dire, tu sais, j'ai une priorité dans la vie, c'est ma famille, puis ma vie personnelle. J'ai plus l'ambition que j'avais. Mais tu as un bon créateur de job qui a eu la générosité incroyable de jeter une poignée de change de ton côté. Tu devrais être reconnaissant, faire abnégation de toi et des autres qui t'entourent pour le remercier. Je veux dire, qui c'est qui va le payer, son troisième yacht? OK. Fait que, Jeff, s'il te plaît, retourne dans le placard, puis redonne à Maurice son costume. Puis en même temps, tu sais... c'est un peu le bris du contrat social. Historiquement, si je me donnais, j'allais avoir des promotions, j'allais avoir une retraite quand même relativement tôt dans ma vie, à 55, Liberté 55, des choses comme ça. Essayer de convaincre les jeunes que ces réalités-là existent encore, c'est un peu absurde au moment où on se parle. C'est drôle que tu dis ça. Oui. Ce matin, sur notre Discord, il y a quelqu'un qui a partagé, je pense que c'est un screenshot, il y a quelqu'un qui expliquait que lui, il a arrêté ça de donner son 120%, de faire des trucs qu'on ne lui avait pas demandé juste par souci de prendre des initiatives. Tu sais. Lui, il a eu des promotions en allant fumer avec les patrons. Fait que tout ce que ça m'a pris, c'est des paquets de cigarettes puis d'être chummy avec le bon monde. Vous n'avez pas compris comment ça marche, le travail. T'as apporté quelque chose d'autre aussi, quelque chose qui a été un peu plus nouveau cette année. Et ça s'appelle la mode du loud layoff. Et quand tu m'en as parlé, j'ai immédiatement compris de quoi tu parlais, mais je ne l'avais jamais vu en mots comme ça. C'est ça. Le loud layoff, c'est un concept qui vient d'apparaître. Là, ça fait quelques semaines là, qu'on a commencé à en entendre parler. Et quand on parle de retour de balancier, ça fait partie de ce mouvement-là, c'est-à-dire les mises à pied bruyantes, là, on le traduirait un peu comme ça. C'est des mises à pied qu'on voit surtout dans les grandes entreprises technologiques, là, Twitter, tout ça. Et donc, on va avoir quelques mises à pied, quelques milliers de mises à pied. Pour le marché du travail en général, c'est assez insignifiant comme événement. Ceci dit, on va en parler énormément. Ouais. On les annonce. On les annonce, on en fait la publicité, ça va dans les médias énormément. Et l'objectif de ça, c'est un peu de faire peur au monde. Il y a eu... là, on parle de 10 ou 12 000 mises à pied, quelques milliers de mises à pied sur un marché du travail américain qui représente plusieurs dizaines de millions, centaines de millions d'emplois. C'est minime, mais le fait qu'on en entende tout le temps parler, le fait que ça revienne à chaque semaine, ça crée une anxiété chez les travailleurs. C'était même pas juste aux États-Unis.
Je veux dire, vous regarderez, là, sont installés où les sociétés de médias sociaux, tu sais, Twitter, là? Sont où, ces sociaux? Dublin. Je pense les autres aussi, pour des raisons probablement économiques. Mais, probablement pour les impôts. C'est ça. Ils sont partout dans le monde, là. Fait que 7000 qui sont partis de chez Twitter. Oui, chez Twitter, c'est gros, mais je veux dire, sur la société, c'est pas beaucoup. Mais c'est ça, l'idée, c'est de faire peur. Je veux dire, je t'ai raconté à la place où j'ai déjà essayé de syndiquer, OK, je te parlais tantôt. Ça, c'était le patron qui nous disait on a 3 employés de trop, on était une dizaine. Puis c'était pour nous faire travailler plus, soyons honnêtes, là. Pourquoi quelqu'un dirait ça? Si on a 3, tu vas sac-nous dehors là. Hein? Fallait pas comme un jour. T'sais. Puis on le voit beaucoup aussi, là, il l'annonce d'avance. Ouais. On a vu aussi en septembre, il y avait tout un mouvement chez les employeurs qui annonçait que les premières personnes qui allaient être mises à pied quand ils allaient mettre à pied du monde, c'était les personnes qui refusaient de revenir au travail. Donc ça, on l'annonce d'avance déjà. Là. Fait que c'est quoi la leçon qu'il faut tirer de ça? Prenez en note toutes les entreprises qui agissent comme ça, puis n'allez jamais travailler pour eux autres. Où syndiquez-vous si vous travaillez pour une de ces entreprises-là? Faites ça vite. OK. Fait que pour ce qui est de ces tendances-là, 2023, selon vous, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il va y avoir... il y a des signes de récession. Fait que ça, c'est sûr et certain. On le voit encore hier, le gouvernement du Québec annonçait qu'il voyait une augmentation du chômage pour l'année prochaine, diminution de la croissance économique, diminution de la création d'emplois. Donc, on va voir les employeurs être de plus en plus agressifs, fort probablement, à essayer de rediscipliner les travailleurs dans leur ensemble. C'est ça. Et donc, on va voir des loud layoffs probablement de façon importante encore. On commence à voir aussi beaucoup d'employeurs qui agissent déjà là, pour imposer les retours au bureau. Ça va probablement moins se voir au Québec puis au Canada où le mouvement syndical est beaucoup plus important. Mais aux États-Unis, on le voit, les employeurs sont très agressifs, s'en vantent énormément d'avoir réussi à faire peur à leur monde, de réussir à leur imposer là, de revenir au travail. Ils font des articles dans les journaux pour parler de ça. C'est ça. On en voit énormément. Moi, j'espère de tout mon cœur que les employés ont appris avec tout ce revirement, ou cette tentative de reprendre le contrôle du narratif de leur patron, puis qu'ils n'embarquent pas dedans. Il y a une réelle possibilité que ça arrive, ça. Parce que, évidemment, imposer à tout le monde de revenir au bureau, refaire des gros changements, surtout après 2 ans de changements importants dans le marché du travail. Avec un pont-tunnel qui n'est pas ouvert. C'est ça. Il va avoir des réactions, c'est sûr. inévitablement. Puis la pénurie de main-d'œuvre n'est pas prête de se résorber. Il y a encore beaucoup plus de boomers qui partent à la retraite que de personnes qui rentrent sur le marché du travail. Avec l'inflation qui est plus importante, on s'est appauvri dans les 2 dernières années. Oui, on va en parler tantôt. Et donc, il va avoir une volonté de revendiquer soit parce qu'on a plus de rapports de force, plus de pouvoir face à notre employeur, ou juste parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est rendu à la gorge. On était à la gorge, on est rendu dans l'eau, puis là, on veut au minimum revenir à juste être à la gorge. Et donc, on va peut-être voir énormément de mouvements importants de mobilisation, de contestation de ça, surtout quand on voit les employeurs aux États-Unis être particulièrement arrogants. Là. Donc, ça fait réagir le monde. Parlant d'arrogance, j'aimerais savoir le prochain sujet. T'avais-tu autre chose à dire, Maurice? Ben, moi, tout ce que je voulais dire, c'est... J'espère que le traumatisme commun qu'on a tous vécu ces dernières années ont vraiment servi à réveiller les gens parce qu'on a accepté trop pendant trop longtemps parce que, ben, tu sais, c'est comme l'histoire du crapaud que tu fais bouillir doucement, là. Oui. Mais là, ça a monté juste un petit peu trop rapidement, puis on s'est aperçu de tout ce qu'on a vécu, puis tout ce qu'on a enduré. Puis la pandémie nous a fait un peu sortir de notre trop bouillante. Et là, quand les employeurs vont vouloir nous remettre dedans, on va peut-être réagir pas mal plus. Et les entreprises, je pense qu'ils vont juste disparaître parce qu'ils n'arriveront pas à trouver des employés. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Quand c'est plus vert ailleurs. Donc, comme je disais, parlant d'arrogance, on va parler d'Elon Musk parce que ça est difficile de l'ignorer en 2022. Donc, oui, on le sait. Ça fait plusieurs qui demandent, quelqu'un qui fait
un personnage d'Elon Musk. Mm-hmm. OK? On va ouvrir le poste un jour. Hein? Peut-être que Sébastien va le prendre, who knows. Mais oui, à un moment donné, on va faire Elon Musk. Là. Ouais. Il sera barbu ou pas, c'est pas grave. Là, je veux dire. Steve Jobs, c'était pas bien poilu. Hein? Donc, Elon, qu'est-ce qu'il a fait cette année? Hein? On l'avait déjà connu un petit peu dans le passé avec ses lettres aux employés, hein? Les courriels qu'il leakait. Ouais. On va savoir qui les leakait. Mm-hmm. Il y en a qui aiment l'attention. Fait que lui, quand il a acheté Twitter, déjà, ça, puis il s'est proposé pour l'acheter, puis il a fini par plus avoir le choix. Il l'a fait. Hein? Il en a fait des pas pires. Hein? Fait que, première affaire, 7000 personnes dehors. Ça a dû aider parce que ça a dû aider. Il s'est rendu compte plus tard qu'il avait mis dehors du monde qui avait besoin. Mm-hmm. Hein? Puis qu'il les a rappelés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Deuxième affaire, fini le télétravail. En fait, il avait commencé ça chez Tesla, chez SpaceX. Ouais. Télétravail, là, du niaisage. On ne travaille pas si on n'est pas sur place. Il y a plein de monde qui vont défendre ça, surtout sur LinkedIn, partout, sur Twitter, en disant, écoute, il y a des vies qui sont en jeu là, chez SpaceX. Là, tu ne peux pas faire ça en télétravail, gérer des vies en jeu. Oui, mais on connais pas s'entend, ça. c'est pas les ingénieurs qui sont en train de bâtir les fusées qui sont chez eux. Non, C'est tu penses? habituellement les gestionnaires autour Ouais. il n'y a pas grand vie qui dépendent d'eux autres. Même leurs employés ne dépendent pas particulièrement de gestionnaires. Puis dans plusieurs emplois, le télétravail est plus ou moins nécessaire. Dans tout le milieu administratif, ça se fait très bien par Internet si tu as des outils appropriés. J'avais lu à un moment donné que le principal obstacle au télétravail ou la principale motivation des employeurs à faire revenir le monde au bureau, c'est que pour ces employeurs-là, leur seul réseau social était celui du bureau. Et je pense que Elon Musk est pas mal l'archétype de ça. Ouais. Et il ne vit qu'au travail. Et donc, il veut qu'il y ait des amis parce que sinon, il se retrouve tout seul dans son bureau. Puis ça, c'est un peu plate. Je sais pas si j'aurais utilisé le terme ami. Mais oui, il va y avoir des gens qui vont pouvoir y licher les bottes, puis qui vont pouvoir y obéir, puis qui peut pouvoir voir la peur dans leurs yeux assez régulièrement. Ouais, c'est ça. Je suis pas un fan. Non? Non. Pourtant, tu as liché ses bottes la semaine passée. Ah non, excuse, c'est vrai, c'était Jeff. C'était pas moi, ouais. Et Elon Musk, c'est vraiment l'archétype de l'employeur américain, le boss à l'américaine. Puis lui, il ne se satisfait pas juste que tu viennes au bureau puis que tu fasses ton travail. Non. Lui, il veut que tu sois en mode hardcore, comme il dit, au travail. Récemment, la dernière nouvelle qu'on a vue sur Twitter, c'est qu'il avait commencé à installer des lits puis des chambres dans les bureaux de Twitter. C'est pas permis. Mais oui, c'est pas permis par la réglementation municipale et parce qu'il veut que les personnes vivent pour le travail. Donc, on n'exige même pas juste que tu fasses 40 heures semaine ou 45 heures. Non, c'est ta vie, tu dois la consacrer au travail, puis tu dois la sacrifier, dans le fond, pour Elon Musk. Et Elon Musk a quand même vécu une année coûteuse, quand même, qui a coûté entre 150 milliards et 200 milliards. Mettons, en termes de personnes qui gèrent son budget, ça doit... J'ai vu mieux. Et évidemment, la nouvelle qui a fait le plus parler dans le monde du travail par rapport à Twitter, Elon Musk, c'est à partir d'aujourd'hui, si vous êtes chez nous, vous vous défoncez ou vous partez. Ouais. Et quel bon moyen, c'est ça, hein? C'est le phénomène que tu parlais plus tôt. Quel bon moyen de se débarrasser du monde sans avoir à être pénalisé par la loi. Ils s'en vont d'eux-mêmes. Fait qu'on garde juste le monde qui n'ont pas le choix ou qui ont envie. Oui. Le pas le choix étant très important. En même temps, le risque de ça, c'est que les gens qui n'ont pas le choix vont peut-être se défoncer à court terme, mais une carrière, c'est un marathon. C'est pas une course de 100 mètres. Si tu cours un marathon comme si tu cours un 100 mètres, tu risques de péter aux frettes assez rapidement. Donc, les prédictions pour 2023, je pense que Twitter va avoir encore pas mal de misère. Oui. Et peut-être qu'on va voir Twitter s'effondrer, puis que Musk va découvrir qu'une entreprise, d'abord et avant tout, c'est les individus qui la composent. Tu peux pas... Je refuse. Penses qu'il va réaliser ça? Non, je refuse de croire qu'il va réaliser ça. J'ai déjà eu un patron qui m'a dit, écoute, je te paye à l'année, puis il y a 24 heures dans une journée. Fait que fais le calcul. Mais peut-être qu'il va réaliser que
des employés qui pensaient qu'ils n'étaient pas importants se retrouvent à être quand même pas mal plus importants qu'ils pensaient. On l'a vu là, dans ses différentes frasques à envoyer y a-tu quelqu'un qui est capable de coder ici? Y a-tu quelqu'un qui connaît le code? Parce que là, il y a des départements au complet qui disparaissent, des entrevues qui sont plus capables d'être données parce qu'il n'y a juste plus personne aux relations publiques. Évidemment, Twitter, on est dans une entreprise à la fine pointe de la technologie. Donc, les employés valent cher, puis tout le monde veut les avoir. Fait qu'avoir une attitude comme celle de Musk, c'est un gros risque. Montrer la porte à quelqu'un, c'est un gros risque qu'elle prenne. Malheureusement, pour Musk, il va peut-être le découvrir. C'est, pour ne pas réaliser ça, ça prend un ego tellement énorme. Ben, il l'a. Ah oui, ça, il l'a. Il en est muni. C'est indéniable. Elon Musk a un ego extrêmement énorme. It's about him. Mais on l'a vu, il a fini 2022. Il a commencé avec 300 milliards. Il était le plus riche du monde, tout ça. Et là, il s'est fait dépasser récemment. Ben, en fait, pendant une courte période de temps, il n'a pas été le plus riche du monde. Ça devait être Jeff Bezos et Steve L'Emploi. Ils sont très milliardaires aussi. En fait, c'était Bertrand Arnault, un Français, mais pas un vrai milliardaire, qui est devenu le plus riche du monde pendant un court instant. Ça a dû faire mal beaucoup à l'ego de Elon Musk. Et s'il continue à bien gérer Twitter de cette façon-là, il risque de perdre encore beaucoup de milliards l'année prochaine. Donc, peut-être qu'il va apprendre à avoir un petit reality check sur son ego. Là, GoPirate a fait sa part. On a délité notre compte Twitter. Fait que pour Twitter 2023, prédiction Maurice, moi, je vais y aller avec ça s'effondre. J'aimerais ça. Il y a un petit peu cette espèce de petite curiosité morbide. Qu'est-ce qui arriverait si je verrais un avion s'écraser, genre au ciel? Mais qu'est-ce qui arriverait si Twitter s'effondrerait? Comment le monde réagirait? Mon popcorn est fait, là. Je veux dire, il n'y a plus personne pour gérer tous les problèmes que Twitter ont passé des années à passer au travers et à développer des solutions. C'est les premières choses qu'il a mis dehors. Fait que tous ces problèmes-là vont y revenir. Mais là, il n'y aura pas comme de deuxième chance. Là. Twitter a déjà eu sa chance. Et ça, sans compter qu'il y a le gouvernement américain aussi qui a plusieurs ententes avec Twitter. Et quand Elon Musk va peut-être découvrir que le gouvernement a un pouvoir réglementaire important. Mais attends, il sait ça. Mais il a décidé de les contourner. Souvent, avec SpaceX, il faisait des lancements alors qu'il n'avait pas le droit, en payant les amendes. Parce que c'est ce que l'innovation demande. Tu ne peux pas innover s'il y a de la bureaucratie gouvernementale. Il a compris ça. Whatever, que c'est vrai ou pas. Là. Tu comprends? Mais cette théorie-là ou cette attitude-là a ses limites. Oui, c'est ça. C'est le Far West. Là, payer des amendes à l'infini, à un moment donné, il y a beau avoir les poches profondes. Quand tu as infini argent. Surtout que là, avec Twitter, je ne sais pas si ça va être juste des amendes, ça va être des interventions réelles, parce que peut causer des dommages absolument énormes là, avec cette entreprise-là. Effectivement. En même temps, il l'a acheté aussi dans un espoir d'avoir un pouvoir important, notamment avec Donald Trump qui est revenu sur Twitter. Il espère, je pense, avoir ses entrées à la Maison-Blanche éventuellement pour régler ses problèmes sur le plan réglementaire. À voir. Là, comme vous savez, à chaque semaine, puis c'était encore vrai pendant le revue de l'année, on met quelques minutes à la disposition d'entreprises sociales qui font des choses intéressantes et qui sont bonnes pour la société. On regarde ça. Salut les pirates, c'est le moment de la capsule dans laquelle on offre quelques minutes d'exposition à un organisme qui fait du bien à la société et qui gagne à être connu. Et aujourd'hui, on reçoit Rémi Laurent de Cyclo Nord-Sud. Comment ça va, Rémi? Bonjour, ça va bien, merci. Parle-nous très rapidement, Cyclo Nord-Sud, qu'est-ce que ça fait et en quoi ça gagne à être connu? Tout d'abord, Cyclo Nord-Sud, c'est un organisme de bienfaisance qui existe depuis plus de 23 ans, qui à la base récupère les vélos usagés et inutilisés pour leur donner une deuxième vie. À qui ça va ces vélos? Ça va historiquement beaucoup à des pays en voie de développement parce que c'est utilisé principalement pour se rendre à l'école, pour aller au travail, pour aller accéder aux soins de santé. Et aussi depuis quelques années, depuis 6-7 ans, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de besoins de mobilité à vélo
au Québec, quoi, et notamment dans les quartiers les plus vulnérables. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment d'œuvrer pour faciliter les gens à pratiquer le vélo, dans le sens de pratiquer le vélo qui est un outil beaucoup moins dispendieux que la voiture pour se déplacer et un outil aussi qui permet de découvrir son environnement. Et aussi, on part des études qui montrent que la mobilité active est un facteur essentiel pour la mobilité sociale et pour l'égalité des chances. Ah, j'aime beaucoup ça. Dis-moi, là, ça veut dire que quiconque a un vélo qui est brisé, qui ne savent pas comment le réparer, ou qui n'ont pas d'intérêt à le réparer, on peut l'envoyer vers vous, dans le fond. Ah, complètement. En fait, nous, comme on dit, on redonne une deuxième vie au vélo, quoi. Et même si le vélo n'est pas brisé, des vélos, on a beaucoup de gens qui ont des vélos pas utilisés depuis de nombreuses années. On arrive à redonner une deuxième vie à ces vélos-là. Ouais. Bien sûr. Où est-ce que vous êtes situé, très exactement? On est situé dans le quartier Saint-Michel, juste derrière le Cirque du Soleil à Montréal. Et on a aussi un comité bénévole à Québec qui revalorise près de 1000 vélos par année qui sont situés à Sainte-Foy. Saint-Michel. Donc, j'ai habité près de chez vous pendant une dizaine d'années, puis je ne savais pas que vous étiez là. Honte à moi. Ouais, on est plus entouré dans un quartier industriel et automobile, quoi. Donc, on est un peu originaux dans l'environnement. Je comprends. Là, en ce moment, si je comprends bien, vous avez une campagne de sociofinancement qui vient de démarrer en plus. Complètement. Depuis le 16 décembre, on a notre campagne qui est justement « On remet à neuf ». Donc, avec l'idée de pouvoir aussi contribuer à développer notre impact et à se structurer, quoi. Donc, notre campagne, elle se passe, on utilise beaucoup la plateforme Zephy, où aussi on peut retrouver l'information aussi sur notre page Facebook, où il y a une vidéo qui montre de 2 minutes 30 qui présente brièvement notre impact. Parfait. Donc, si on veut en savoir plus sur votre campagne et on veut contribuer, on va voir sur Facebook. Est-ce qu'il y a des informations aussi sur votre site web? Oui, aussi sur notre site web, www.cyclonordsud.org. Très bien. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vous. On va vous souhaiter longue vie. Et moi, étant un fan de vélo, et d'ailleurs, le mien commence à être un petit peu en fin de vie. Peut-être que je pourrais vous le faire parvenir. Je vais commencer à magasiner, je pense, l'an prochain. Ça va me faire plaisir d'aller vous te le porter en main propre. Merci beaucoup. Puis c'est un peu notre mission. On dit revaloriser des vélos pour transformer des vies, quoi. Donc vraiment cet outil-là qui peut aider à changer des comportements et aussi notre relation à notre environnement et aux gens qui nous entourent. Je trouve ça très important et admirable. Merci d'être venu. Et puis, bonne chance. Et j'espère que l'été prochain va être fructueux pour vous. L'été, les gens changent de vélo des fois, et ils commencent à remplacer, comme je disais. Donc, j'irai aux nouvelles pour voir comment ça se passe pour vous et votre campagne de sociofinancement. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Et puis, tous les gens aussi qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous contacter, même pour avoir des questions. On est une communauté, donc nous, c'est avec les idées de tout le monde qu'on arrive à créer des projets à impact et avec des partenaires, quoi. Donc, on aime ça, la curiosité, on aime ça, les gens qui osent apporter des idées et de créer ce dialogue-là qui permet de créer des solutions que nous, on n'avait pas envie de faire. Donc, écrivez-nous, contactez-nous, rendez-nous visite. On vous attend. Oui, je vous confirme, il n'y a personne qui meurt chez Cyclo Nord-Sud. Merci beaucoup, Rémi. À très bientôt, les pirates. Merci. All right. Maintenant, on va parler de quelque chose d'important. Tu es là, on va en profiter. Tu étais un expert en relations du travail et des syndicats. Il y a une hausse assez fulgurante du mouvement syndical aux États-Unis. Puis, on n'entend pas beaucoup parler de ici, ce sujet-là. Effectivement. En fait, on voit vraiment un mouvement important aux États-Unis. Il y a des affaires assez exceptionnelles. Le mouvement syndical est en baisse aux États-Unis depuis 1954. Ça fait énormément longtemps. En 1954, il y avait 35% des employés qui étaient syndiqués. Aujourd'hui, on est autour de 10%. Mais on voit pour la première fois une stabilisation du taux de syndicalisation. Et beaucoup de nouveaux syndicats qui sont créés. On a vu le mouvement, évidemment, de Starbucks. En 2021,
En décembre 2021, il y a eu le premier Starbucks syndiqué aux États-Unis. Et aujourd'hui, il y en a plus de 260. On parle de 6500 personnes qui se sont syndiquées en à peu près un an. Et majoritairement des jeunes. Oui. Qui ne sont pas habitués aux mouvements syndicaux. Et dans un milieu de travail où généralement les syndicats étaient inexistants, le milieu des services, les cafés, il n'y a à peu près pas de syndicats qui existent dans ce milieu-là. Pourtant, de l'oppression liquide, ça devrait attirer les syndicats. On l'a vu Ouais. aussi chez Amazon Ouais. dans les dernières années. Beaucoup de mouvements de syndicalisation. Ils ont réussi à syndiquer une place pour l'instant. Il en reste évidemment Mais plusieurs à syndiquer. on le voit parler beaucoup. Même s'il y a juste une place, là, j'entends tout le temps les Amazon, les warehouses qui essaient de syndiquer parce qu'ils ont on s'entend, là, ils ont des conditions de travail assez horribles. Là. Ouais. Et on voit vraiment ce mouvement syndical-là plus jeune, Ouais. en dehors des structures, qui ont des modes d'action vraiment différents, vraiment prendre de l'importance aux États-Unis. On a vu là, dans la première moitié de 2022 le plus de victoires en syndicalisation depuis 2005. Wow. Il y a eu 2 fois plus de nouveaux syndiqués en 2022 qu'en 2021. C'est énorme. Puis on voit aussi une tendance à la syndicalisation qui est encore en augmentation dans la deuxième moitié de 2022. Et il y a eu 3 fois plus de syndiqués en 2022 qui ont fait la grève qu'en 2021. Donc non seulement il y a plus de personnes qui se syndiquent, Ouais. mais les syndicats deviennent plus combatifs aussi. Mhm. Et ça change la donne énormément pour les membres qui deviennent, quand tu as vécu une grève, évidemment, ça change ta perspective pour le restant de tes jours. Quand tu t'es syndiqué jeune, pour le restant de ta carrière, ça va avoir un impact. Mais on le voit aussi dans l'opinion publique. Les syndicats ont en 2022, le plus haut taux d'approbation dans l'opinion publique, à 71 % depuis 1965. On n'était pas nés. C'est ça. Et ce qu'on voit, c'est le taux de satisfaction, le taux d'approbation augmente quand les syndicats gagnent. Ah. Et là, ils ont des victoires importantes. On voit même au Québec beaucoup de victoires en négociation, des énormes augmentations salariales, des 20, des 30 % d'augmentation salariale, qui est en fait un rattrapage des dernières années. On se souviendra, là, le plus bas taux d'approbation des syndicats avait été vécu en 2008-2009, alors qu'on était en crise économique et les syndicats faisaient pas beaucoup de victoires. Ils étaient plus dans un mode de concession que dans un mode de victoire. Et donc ça pourrait changer la donne à long terme si les syndicats deviennent plus combatifs aux États-Unis, que le taux de syndicalisation augmente. Oui, parce qu'on regarde là, présentement avec la crise dans le domaine ferroviaire, malgré le fait qu'aux États-Unis, ils se sont fait dire pas droit à grève, pas droit à avoir leur journée de congés payés, dans l'opinion publique, c'est quand même, ils devraient faire la grève quand même. Ouais. Ce qui est, malgré le fait qu'on va tout en pâtir, le monde sont prêts à ça parce que voient à quel point c'est important. Effectivement. Puis on le voit, ça, les lois spéciales, là, ils l'ont utilisé aux États-Unis contre les travailleurs ferroviaires. C'est une stratégie qu'on a vue depuis 1980 là, en Occident, énormément, des lois spéciales, empêcher les mouvements sociaux, les mouvements Ici syndicaux aussi, hein. d'agir au Québec. Et on l'a vu aussi en Ontario cette année. Ouais. Une tentative de loi spéciale, le gouvernement Ford qui a essayé d'imposer aux employés de l'éducation de revenir au travail, de ne pas faire la grève. Et les employés de l'éducation ont tenu tête au gouvernement. Et le gouvernement, finalement, s'est couché devant le mouvement social. Tous les autres mouvements syndicaux aussi se sont rangés du côté de ce contenu tête. Là. C'est ça. Et donc, ils ont vu, on est capable de confronter un gouvernement quand on se tient debout, quand on tient notre bout. À un moment donné, le gouvernement, il ne peut pas maintenir une répression autant qu'il veut. On l'a vu en 2012 avec le mouvement étudiant, mais c'est la même chose qui s'est passée un peu avec les employés de l'éducation en Ontario. Ça, c'est tout le narratif de « vous êtes des individus, vous n'avez pas de pouvoir, acceptez ça ». Puis c'est quelque chose que une génération entière, pratiquement 2, ont juste fini par accepter que c'est ça la réalité. Puis là, on s'aperçoit,
Non, c'était pas vrai. Oui, si on creuse sur Internet, là, tu vas souvent voir des gens qui ont pris des photos, des captures d'écran de messages anti-syndicalisation dans leur milieu de travail. Ils disent, ben là, c'est parce que le syndicat veut... Tu sais, si vous avez un syndicat, il veut juste vous prendre une partie de votre paye, là. Écoute, il y a quelqu'un qui a posté ça, suivi d'un message qui disait « Oui, effectivement, le syndicat prend une partie de ma paye, mais mon salaire a monté de 14 000 en un coup. » La minute qu'on s'est syndiqué. Et le fait qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que le monde ose de plus en plus. Ils s'en foutent. Il y a un autre job de disponible au pire. L'employeur veut me faire des représailles pour activité syndicale ou des choses comme ça. Non seulement je suis protégé par la loi, mais au pire, dans la pire des situations, je pourrais toujours trouver un emploi facilement. Donc ça nourrit aussi la combativité qu'on voit même chez les employés syndiqués de confronter une loi spéciale. Prédiction syndicaliste 2023, je pense que ça va monter aux États-Unis. Je ne sais pas pour le Québec. Je pense qu'aux États-Unis aussi, on va voir une continuité de ce mouvement-là. Pour le Québec, il y a un gros mouvement qui s'en vient. C'est le Front commun là, pour la négociation dans le secteur public. Oui. On parle de autour de 600 000 syndiqués qui rentrent en négociation. Là, la fin de la convention collective est le 31 mars 2023. Et c'est le plus gros front commun depuis 1972. Il y a des revendications importantes qu'on n'a jamais vues avant, notamment que les augmentations salariales soient au minimum l'augmentation du coût de la vie. Donc, que ça soit intégré dans la convention collective. Ça risque d'être un moment important sur le plan politique, sur le plan syndical, évidemment. Ça va être un test important pour le gouvernement de François Legault aussi. On va suivre ça de proche, hein? Oui. Peut-être qu'on va se reparler au mois de mars. Ça se peut. Je ferai du popcorn. Oui. Là, on faisait des blagues avec ça la semaine dernière, Maurice. Hein? Il y a l'inflation en ce moment, qui est notre faute à nous, les travailleurs, hein, parce qu'on en demande trop. Puis, à cause de tout ça, là, il y a un risque de récession. C'est encore notre faute. Oui, c'est toujours évidemment la faute des travailleurs. Quand les employeurs augmentent leur salaire énormément, ça n'a pas d'impact. Record, mais ça, c'est juste à cause de toutes les thoughts and prayers. Alors, ça n'a rien à voir avec rien qui a rapport avec le travail. Et ce qu'on voit dans la dernière année, dans les 2 dernières années, c'est un appauvrissement des travailleurs. Les salaires ne suivent pas l'inflation. Et là, on est aussi écrasé par ce que les banques centrales font, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt pour casser l'inflation. Ça vient écraser le monde, les travailleurs, à 2 niveaux. Les dettes qui ont accumulé, le coût augmente, puis je ne suis pas capable de suivre le coût de la vie. Évidemment, ce qu'on voit poindre à l'horizon, c'est une récession l'année prochaine, quand le monde va falloir qu'ils revisent leur budget, consomment moins d'emplois, moins de demandes. Et donc, on arrive dans cette situation-là. Et les travailleurs le voient venir et ils ont de plus en plus peur de perdre leur emploi. C'est ce qu'on voit évidemment dans les périodes de récession, là, des pertes d'emploi. Donc, ils étaient beaucoup plus capables de tenir tête à leur employeur dans le passé. Et là, ils commencent à avoir de plus en plus peur à tenir tête aux employeurs. Puis on voit les employeurs profiter de ça. Récemment, Morgan Stanley, une banque américaine célèbre, disait que grâce à la crainte de récession puis à la crainte de perte d'emploi, il avait réussi à imposer le retour au travail, le retour au bureau à leurs employés. De quoi vous attendez de Morgan Stanley? Là? C'est l'antichrist, là, cette affaire-là. Là. mais ça, on va le voir de plus en plus. Les employeurs qui vont vouloir revenir à l'avant, réimposer des choses qu'on n'était pas prêt à accepter dans le passé. Là, la peur des mises à pied, la récession qui va arriver, le fait qu'à cause de l'inflation, tu es obligé de garder ton emploi parce que là, tu as de la misère. Ça, on va le voir fort probablement, là, les employeurs essayer de profiter de ça. Profiter de... Économie sociale. Hein? Les emplois par et pour les employés. Puis... ça réglerait beaucoup de ces problèmes-là. Oui, et je pense que c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il existe...
sais, on parle de classe sociale, il y a une logique de classe. Les employeurs se parlent. Tu sais, Morgan Stanley dit à ses clients qui sont des employeurs de faire ça. Développe des stratégies de gestion du changement. Les autres aussi s'organisent. Hein? Ils sont organisés. Et donc, si les travailleurs ne veulent pas se faire manger la laine sur le dos, on a intérêt dans cette lutte-là à être organisé de notre bord aussi. Oui. À ne pas dépendre de ces structures-là. Puis à être capable de répondre à ça. Et ça, ben, le fait d'être syndiqué, ça permet de faire, de lutter contre ça. Le télétravail aux États-Unis, si les employeurs peuvent ramener le monde dans les bureaux, c'est notamment parce qu'il n'y a pas beaucoup de syndicats. Au Québec, on a vu qu'il y a beaucoup de syndicats qui ont négocié du télétravail, que là, maintenant, c'est conventionné. Tu peux faire du télétravail X nombre de jours à ces conditions-là, etc., etc. L'employeur ne peut pas revenir en arrière sans renégocier le contrat. Là, s'il veut rouvrir le contrat, ben, on est assis devant lui. C'est des deux bords. C'est ça, on a des choses à demander de notre côté aussi. Donc ça, on va le voir, les dynamiques vont être très différentes dépendamment des sociétés, dépendamment comment ces deux groupes sociaux-là, les employeurs et les travailleurs, sont organisés. Évidemment, l'économie sociale permet de casser cette dynamique-là en ayant juste des travailleurs qui s'organisent. Il n'y a pas meilleure manière d'être organisé que d'être tout seul avec pas de boss. Tu fais partie des décisions. Exact. Hey, c'est quand même pas des blagues, là. Ça existe-tu des coops de travailleurs syndiqués? Ça existe. Il y en a. C'est des modes un peu étranges. Souvent, c'est des organisations qui étaient syndiquées avant, qui sont devenues des coops de travailleurs parce que le boss est parti à la retraite, quelque chose comme ça. Ils ont racheté l'entreprise. De se racheter. Et là, le syndicat existe encore. Puis là, ben, il y a une cohabitation entre les deux à court terme. Ça doit être moins de troubles, là, quand même, pour le syndicat. C'est sûr qu'il y a moins de griefs dans ce temps-là, là, fort probablement. Mais le syndicat peut amener des services quand même intéressants parce qu'il y a des connaissances juridiques, en organisation du travail, il peut avoir aider les conciliations, régler les conflits entre les gens, tout ça. Donc ça peut aider aussi. Puis ça peut aider aussi à éviter qu'un travailleur qui a un ascendant plus sur les autres commence à abuser de son pouvoir. Parce que même dans les coops de travail, il peut avoir des dynamiques sociales où des Elon Musk se découvrent, mettons. Mais tout est possible. Je veux dire, il y a des compagnies au Québec qui se sont aplanies, qui ont enlevé tous les niveaux de hiérarchie et qui étaient syndiqués. Ils ont fait ça en collaboration avec les syndicats. Hey, ça doit être le fun, par exemple, OK, mais là, c'est parce que les rémunérations, comment on les gère. Mais ça se fait si on est capable de travailler ensemble. Il faut juste vouloir, là, maintenant. Puis il faut aussi qu'il y ait une confiance entre les deux. Souvent, on le voit, les équipes semi-autonomes, ça se bâtit à long terme parce que la confiance se bâtit. Souvent, les employeurs essayent de faire ça pour en profiter après ça. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'on réussisse à casser ça avec beaucoup de discussions sur plusieurs années pour bâtir la confiance, puis après ça, réussir à aplanir pour de vrai et que ça soit pas juste un aplanissement de « je te donne mes responsabilités avec aucun pouvoir en échange ». Parce que là, tu parles à des gars qui vont créer des équipes semi-autonomes très rapidement. Mais souvent, c'est les employeurs qui ont de la misère à suivre après ça, parce qu'ils s'aperçoivent. Puis c'est une des premières choses qu'on dit à nos clients. Vous allez perdre le contrôle de vos gens, puis vous allez aimer ça. Mais si juste l'idée de perdre le contrôle de leurs gens est inacceptable, il n'y a rien qui va réussir à se faire là, fait qu'on ne fait pas le contrat. Puis il faut surtout réussir à casser son propre ego comme employeur souvent. Un Elon Musk le fera probablement jamais parce qu'il faut que tu acceptes le lâcher-prise. Il faut que tu acceptes que les gens, c'est des personnes aussi responsables que toi et que si tu leur donnes le pouvoir, ils vont encore, à la limite, mieux faire que toi. Et ça, pour un employeur, souvent, qui a bâti sa business ou qui se croit quand même quelqu'un d'important, c'est dur à avaler, ça. Fait que prédiction pour inflation / récession 2023. Croise les doigts, OK? J'espère que ça va être pas trop pire, honnête. Hey, parce que le 4,5 points de taux directeur, là, il est encore dans la gorge de ben du monde, hein? Puis ça, c'est juste le début.
As-tu déjà lu Dune? Pas juste le Non, premier livre, non, je l'ai pas lu. toutes les 6 premiers. Ma conjointe l'a lu le premier, mais... OK. Le Golden Path de Leto 2, celui qui se transforme en verre pour ceux qui ont lu ou pas lu. Bref, l'idée est, si tu écrases ton monde suffisamment puis qu'ils souffrent suffisamment, ils vont arriver à leur point de rupture. Puis là, il n'y a plus rien qui t'es capable de faire. Ils vont gagner leur liberté pour vrai. Fait que si on est pour avoir une inflation et puis de la récession, aussi triste que c'est de dire, faut qu'elle fasse mal. OK. Faut qu'elle fasse mal, qu'on soit plus prêt à accepter quoi que ce soit d'autre qu'un changement assez important de notre structure sociale, puis de nos façons de faire, puis de nos dynamiques avec les entreprises. Maurice, il est en mode « eat the rich ». Oui. Et malheureusement, je pense qu'elle va faire mal, la récession. On le voit, les changements climatiques. On arrive à la fin d'un régime. Dans les faits, est-ce que ça va être 2023, 2024, 2025? Mais le système économique tel qu'on le connaît est en train de se redéfinir. Et ça ne fonctionne plus. Les gens n'arrivent plus. Et donc, il y a 2 options à ce moment-là. C'est soit tu subis. Puis malheureusement, c'est surprenant de voir à quel point les gens sont prêts à subir des fois. Ou soit à un moment donné, on se lève debout, puis on arrête de tolérer, puis on change les règles à ce moment-là. De l'argent, il y en a en masse, et juste dans les mains de quelques personnes qui l'utilisent très mal. Voyons, acheter Twitter, c'était une super bonne idée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais c'est ça. Si suffisamment de monde atteignent leur point de non-retour, ben là, c'est un changement de société qui arrive, parce que même ceux qui auraient continué à endurer le feront pas nécessairement parce que ils vont pouvoir être influencés par le restant de la société qui, elle veut changer. Je pense que c'est là qu'on est rendu. J'espère le voir. Maurice, tu sais, là, longtemps, on faisait des blagues qu'on devrait commencer à vendre des sauces barbecue pour quand les gens vont commencer à manger des riches. Peut-être qu'on va remettre ça sur la table. Il y avait une entreprise à New York, d'ailleurs, qui faisait ça, des popsicles à l'effigie de riches. Oui. Donc, oui, il y a peut-être de l'avenir dans ce marché-là. Et de toute façon, plus achetable la viande, hein? Fait qu'on s'en trouvera de la fraîche. Non, moi, je continue à dire qu'un riche, c'est une source de protéines renouvelables. Fait que c'est comme super éthique de manger ça. Oui, s'il y a un riche qui disparaît, il y en a un autre qui prend sa place, comme le plus riche du monde, hein? Fait que c'est correct. Mais même sans penser aux riches, si on regarde la montée de l'économie sociale, qui est en montée réelle, est-ce que ici, pas nécessairement aux États-Unis, où c'est encore super mal connu, mais ici, ça commence à prendre sa place sérieux. Les mouvements sont forts. On s'est fait embarquer là-dedans avec plein de bonheur et de satisfaction. Puis, au fur et à mesure que ces mouvements-là, puis ces modèles de pensée-là vont se répartir puis se diversifier, parce que ça prend des gens divers qui commencent à tremper dedans puis à utiliser les modèles pour essentiellement créer quelque chose de nouveau. Hein? Pas juste de dire, ben là, l'économie sociale, c'est une gang de pelleteux de nuages qui se mettent ensemble pour s'occuper des pauvres. Non, l'économie sociale, ben c'est ça, oui, mais c'est aussi des gens qui ont des idées, faut bien que des gens quelqu'un qui le fasse. veulent, des gens qui vont décider de se mettre ensemble parce qu'ils n'en ont pas besoin d'avoir un boss. Non. Ils sont capables de s'autogérer eux-mêmes. Ils sont capables de faire des choses qu'ils n'auront pas l'occasion de faire. Ils sont capables d'avoir des vues puis des idées qui ne sont pas attachées à la maximisation des profits. Plus on va avoir des gens qui se lancent dans ces modèles-là, vont créer des choses intéressantes, des services qui vont pouvoir aider le restant de la population, ce qu'une entreprise devrait être là pour faire, c'est pour créer un produit ou un service pour la population et non pas pour se remplir les poches à outrance. Ben, j'ai l'impression qu'on va voir ce modèle-là se répandre de plus en plus, puis c'est une des choses qui va aider à changer le balancier. Puis dans des moments de crise, ces structures-là sociales rendent les sociétés, les communautés beaucoup plus durables, beaucoup plus solides. Et beaucoup de personnes vont perdre leur emploi, malheureusement, mais ça devient des opportunités aussi de redéfinir qu'est-ce que tu veux, de recréer. Justement, il va y avoir des entreprises qui vont faire faillite. Ben, créons des coops en échange. Exact. Et nos services publics, nos coopératives, notre mouvement d'économie sociale, c'est ça qui va nous permettre de traverser la crise qu'on va vivre sans trop de dommages. Malheureusement, dans des sociétés où
il y a un filet pas mal moins grand que le nôtre. Par exemple, aux États-Unis, eux autres, ils vont manger leur bas pas mal plus que nous autres parce qu'ils n'auront pas accès à ces ressources-là. Exact. Il y avait, j'ai lu il y a quelques mois un article qui parlait de tous ces gens qui ont parti une entreprise par dépit. Ah ouais? Tu me mets dehors? Check bien ça. Puis ils se partent une entreprise compétitive ou peu importe la raison. Puis peut-être que ça devrait être ça, l'économie sociale. Hein? Parce que nous autres, là, on est devenus une BNL par dépit. Oui. On en avait plein le derrière, là, puis du privé. Oui. Ben, on a décidé de ne pas être dans une entreprise privée. Juste par principe. Oui, puis avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on voit actuellement, ces entreprises-là vont être beaucoup plus intéressantes pour les travailleurs, vont probablement avoir beaucoup plus de facilité à trouver leur monde et donc vont avoir beaucoup plus de chances de survivre dans le marché parce qu'ils vont aller chercher les meilleurs talents. À partir du moment où tes profits ne sont pas faits pour remplir les poches d'une personne, mais peuvent être faits pour offrir des meilleurs emplois, des meilleures conditions, des meilleurs services. C'est ça, tout le monde a gagné là-dedans, à part la personne qui se serait rempli les poches en temps normal. Ouais. Puis une des affaires qu'on voit beaucoup avec les plus jeunes générations, c'est qu'ils ont comme intérêt principal dans le marché du travail d'avoir un travail qui leur donne du sens. Ouais. Il y a un impact. Qui a un impact dans la société, qui est positif, et avoir un travail qui fait juste remplir les poches de ton boss, ça n'a pas de sens. Et donc, avoir une entreprise d'économie sociale, c'est aussi donner des emplois qui ont un sens, qui aident la communauté. Puis ça, je pense que les gens vont vouloir créer des emplois de même, puis ils vont surtout vouloir y aller. Ils vont pouvoir recruter beaucoup plus facilement, je pense, du monde que les entreprises privées. Puis on va être là pour les aider. Sébastien, ça a été super le fun. Merci. Oui, ça a été un plaisir partagé. Ben oui. Ça m'a fait plaisir de vous défendre contre les deux méchants les capitalistes. matamors. T'as très bien fait ça. Fait que, écoutez, si on veut connecter avec toi, comment on fait? Mon LinkedIn, mon Facebook, je suis encore sur ces plateformes-là. Sinon, en vous syndiquant, vous pouvez aller voir différentes centrales syndicales, différents syndicats. Si vous avez un intérêt à ce niveau-là, ça va me faire plaisir aussi de vous guider, de vous aider. Donc, profitez-en, voyez avec vos collègues, puis essayez de vous organiser pour défendre vos intérêts, puis défendre nos communautés, nos sociétés, nos collectifs de travail. Là-dessus, c'était la dernière épisode de l'année. Hein? Fait que quand on va se voir, ça va être en 2023, dans un futur incertain. Donc, d'ici là... Le futur est toujours incertain. Oui. Passez des bonnes fêtes. Profitez-en pour vous reposer. Hein? Passez du temps avec vos proches. Hein? Les entreprises savent à quel point c'est dangereux de faire ça. Hein? Avoir des loisirs aussi, c'est un danger mortel, selon David Grébert. Donc, bonne année tout le monde. Joyeuses fêtes. Reposez-vous. Soyez pas trop malade. Parce que tout le monde est malade là, en ce moment. Oui, c'est ça. Puis, joie et bonheur, prospérité et économie sociale. Bon, moi, ça va être pas mal plus simple. Foutez pas le feu, OK? C'est pas un bon temps pour... Bonne année tout le monde. À la prochaine. À l'abordage! À l'abordage! Ah! Ah non!